Au sommaire de cette édition en Tunisie, l'organisation en moins de 3 mois de la présidentielle anticipée s'apparente à un sprint pour l'instance chargée des élections. Lors d'une rencontre ce mardi avec le Conseil souverain, le Premier ministre soudanais a appelé Washington à retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Et puis le ministre sud-africain de la police, Bheki Cele, s'est engagé à rencontrer les communautés locales à la suite d'une vague de violence à Johannesburg. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à aider les citoyens de la République démocratique du Congo. Il a également indiqué que les efforts seront redoublés pour assurer une coopération efficace entre le gouvernement congolais et la MONUSCO, entendez la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Mais pour le moment, nous restons engagés avec la République démocratique du Congo et je dois dire d'une façon très claire, les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais. Mon énorme satisfaction, nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais et que nous sommes convenus que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, c'est vraiment déjà une menace internationale. Fermeture d'une trentaine de médias en République démocratique du Congo. L'information a été donnée ce mardi par une organisation de défense de la presse qui a également dénoncé la recrudescence d'attaques contre des journalistes depuis le début de l'année. L'ONG JED, entend des journalistes en danger, est montée au créneau mardi en République démocratique du Congo. D'après son secrétaire général, en effet, une trentaine de médias sont fermés dans l'ensemble du pays, notamment dans le Kasaï et à l'Équateur. Chargée de la collecte des taxes non fiscales, la Direction générale des recettes administratives et domaniales leur reproche de n'avoir pas payé leur dû. JED affirme avoir enregistré au moins 6 cas d'atteinte flagrante à la liberté de l'information en RDC en l'espace de 2 semaines. Par ailleurs, l'ONG congolaise de défense des médias s'insurge contre le regain d'attaques enregistré depuis quelques semaines contre des journalistes et des médias. Elle dit avoir documenté des cas d'interpellation, détention, admonestation de journalistes ou encore de fermeture arbitraire de médias à Kinshasa et dans des provinces de la RDC depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi le 24 janvier. Pourtant, ce jour-là, le nouveau président avait promis de faire de la presse le 4e pouvoir en RDC. Selon cette organisation, partenaire de Reporters sans frontières, des journalistes et médias ont été victimes des attaques ciblées en rapport avec leur travail. JED appelle donc les nouvelles autorités de la RDC à prendre des mesures immédiates pour que cessent ces attaques répétées et améliorer la situation. Il faut dire que la RDC occupe la 154e place sur 180 dans le classement établi par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse en 2019. Validation à marche forcée des candidatures et formation accélérée de 55 000 agents. Pour l'ISI, l'instance chargée des élections en Tunisie, l'organisation en moins de 3 mois de la présidentielle anticipée après le décès de Béji Caïd Essebsi s'apparente à un sprint. Aussitôt après la mort de Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier, l'instance chargée des élections en Tunisie a dû trancher sur l'organisation d'une présidentielle anticipée
sous la pression de partis cherchant chacun à obtenir un calendrier favorable. Finalement, l'instance indépendante, dont les 9 membres sont élus par le Parlement, a fixé le premier tour initialement prévu le 17 novembre au 15 septembre, bouleversant ainsi le calendrier électoral. Les législatives du 6 octobre se retrouvent reléguées au second plan. Le nombre total de personnes qui seront formées, c'est plus que 55 000 personnes et qui seront dispatchées entre agents de contrôle, agents de bureau de vote, président et assesseur et président de centre de vote. Lizzie a de l'expérience, donc elle a fait les élections maintenant 6 fois, donc elle a cette expérience de mettre tout ça en place, mais ça reste toujours compliqué. Ça reste toujours compliqué parce que le nombre est important, parce que les détails sont multiples et parce que les textes changent, la vision change, le climat politique change et Lizzie doit s'adapter à tout cela. Mieux, on apprend des expériences passées, donc Lizzie a repris ces textes, a fait plus de détails pour le contrôle de la campagne, sur les réseaux sociaux et elle est en train de former sur cela, à former pour le contrôle du financement, donc avec plus de détails, avec plus de perfectionnement. L'instance chargée des élections a inscrit 1,5 million de nouveaux électeurs cette année, en majorité des jeunes, une réussite vu le désenchantement exprimé par une abstention de quasi 65% lors des municipales en 2018. Je le disais en titre, le nouveau Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a appelé Washington à retirer son pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Il a lancé cet appel devant le Conseil souverain ce mardi. Les nouveaux dirigeants espèrent pouvoir faire revenir leur pays sur la scène internationale et relever son économie exsangue, attirant notamment des investissements étrangers. Alors que le premier gouvernement du Soudan depuis la chute en avril dernier du président Omar el-Béchir doit être annoncé d'ici jeudi, le Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé ce mardi Washington à retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Si nous parvenons à une solution sur la question des EST, c'est-à-dire les États soutenant le terrorisme, et que le Soudan reste inscrit sur la liste des États soutenant le terrorisme, toute autre solution ne fonctionnera pas correctement. Parce que toutes les autres questions, qu'elles soient liées à l'économie ou à la paix, sont liées à ce que nous accomplissons dans ce domaine. Nous sommes en négociation avec les Américains et on s'attend à ce qu'il y ait des progrès pour retirer le Soudan de la liste de terrorisme. Nous pensons que la situation permet d'enlever le Soudan de la liste et que nous ferons des progrès significatifs à ce sujet. Nous soutiendrons le Soudan, comme je l'ai annoncé. Et j'ai informé le Premier ministre que nous augmenterons l'aide humanitaire au pays pour cette année de 5 millions à 15 millions d'euros. Le Soudan s'est doté du Conseil souverain après la signature d'un accord le 17 août entre le Conseil militaire de transition qui avait succédé à Omar el-Béchir et les meneurs de la contestation. En Afrique du Sud, le ministre de la Police, Beki Sele, s'est engagé à rencontrer les communautés locales à la suite d'une vague de violence à Johannesburg. Au moins 70 personnes ont été arrêtées depuis que des centaines de personnes ont défilé dans le quartier central des affaires de Johannesburg lundi dernier, pillant des magasins et incendiant des voitures et des bâtiments. Ils doivent contrôler certains déploiements, en particulier contre les pillards, contre la destruction de biens et contre toute autre forme de délinquance. Quand nous sommes allés à l'auberge, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle soit calme, nous nous attendions à ce qu'elle soit bruyante, mais en tant que personne très influente qui a parlé avec nous, ils ont accepté que nous nous rencontrions le dimanche. En tant qu'organisme chargé de l'application de la loi, nous travaillerons dur pour prévenir toute autre chose qui se produirait avant dimanche
et nous espérons pouvoir trouver une solution définitive. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, la polémique alimentée autour de la participation ou non de l'opposition à la nouvelle commission électorale indépendante se poursuit. Plusieurs quotidiens ivoiriens parus ce mercredi sont revenus sur la position de Pascal Affi-N'Guessan par rapport à la question. Boycott de la CEI, Affi dit non à Bédié, placarde en manchette Le Patriote dans sa parution du jour. Le journal précise que Henriette Lagou, Cabran Apia et la société civile sont en phase avec la thèse du leader de l'aile modérée du FPI, une thèse que reprend entre ses lignes le Nouveau Réveil. En effet, Pascal Affi-N'Guessan propose à ses compagnons de l'opposition d'intégrer la commission électorale indépendante et de continuer à négocier. Sur le sujet, Le Jour Plus affiche en gros titre « Nouvelle CEI, Affi-N'Guessan désavoue Bédié et dribble Gbagbo ». Fraternité Matin qui rapporte à travers ses colonnes que Affi-N'Guessan déplore le revirement de Bédié pour ce qui concerne la participation de sa formation à la CEI, nous donne à lire en titre « Recomposition de la CEI, accord avec le gouvernement, Affi assume et accuse ». Au Sénégal, la question autour du port de voile ou non à l'école préoccupe. Le cas qui relance le débat est celui de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Le Canard sénégalais Le Quotidien rapporte en titre « Rentrée scolaire, Jeanne d'Arc interdit le voile d'entrée ». C'est ce que Vox Populi traduit à sa une part « Le voile haram à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc ». Pendant ce temps, Sud Quotidien nous fait savoir que concernant l'interdiction du port de voile, Jeanne d'Arc est passé à l'acte. Renvoi des élèves portant le voile, Sainte-Jeanne d'Arc rallume la polémique, peut-on lire à la manchette du quotidien L'As. Et à l'enquête plus de renchérir en gros titre, rentrée mouvementée à Sainte-Jeanne d'Arc, le voile de l'exclusion. Au Burkina Faso, les verdicts dans le cadre du procès du putsch manqué de 2015 focalisent toujours l'attention des confrères. Après la condamnation de Gilbert Diendéré, c'est au tour de son épouse Fatou d'écoper d'une peine devant la justice. Procès des accusés en fuite, Fatou Diendéré, condamné à 30 ans de prison ferme, nous apprend aujourd'hui au Faso. Dans le même registre, le quotidien Le Pays affiche en manchette « Procès du putsch manqué ». 30 ans de prison ferme pour Fatou Diendéré et Émile Kaboré en cavale. Pendant ce temps, l'Express du Faso, qui réalise une enquête d'opinion, nous informe de ce que, sur le verdict du procès du putsch manqué, les avis sont partagés entre politiciens et société civile. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Eh bien voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.